Je voudrais vous présenter notre invité. Nous sommes vraiment très contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, il s'agit de Tenzin Nonsalita. Et Eusel est la réincarnation, est reconnu comme étant la réincarnation du fondateur de la FPMT, Lama Yeshe. C'est un penseur libre, un humanitaire, un réalisateur de films documentaires, un musicien, un père, un ami, un étudiant et un ancien moine bouddhiste. Et en 1987, alors qu'il n'avait que 2 ans, sa sainteté, le Dalai Lama a confirmé l'observation qu'avait faite Lama Zopa Rinpoche, que Eusel, l'enfant de Maria Torres, est bien la réincarnation du fondateur de la FPMT, Lama Eusel. Lama Yeshe. Donc Eusel, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eusel, you have to unmute. I'm not sure, but it's breaking up a lot. En fait, mon internet est bon. Je ne sais pas trop d'où vient le problème, mais il y a beaucoup de coupures, donc je n'entends pas tout. Juste pour que vous soyez au courant. Donc c'est vraiment... Merci d'être parmi nous et de prendre le temps. Avant qu'on commence notre conversation, est-ce que tu pourrais nous guider dans une prière pour établir une bonne motivation? You want me to do it? Yeah, would you mind? Donc il y a beaucoup de coupures, donc en fait j'entends que des mots par-ci par-là. 상게 제단 저기 천남라 천조 버도다네 계수치 다게 진서기베 손남 졸라 펜제 상게 루바라 쇼. Thank you so much again, Eusel. Merci beaucoup, Eusel. So Eusel, donc Eusel, on a des questions pour aujourd'hui, des questions qui nous ont été envoyées par des membres du centre Tara, du Buddhist Center Tara, le centre bouddhiste Tara, pour savoir comment des questions, des sujets liés aux relations, par exemple la jalousie, les ruptures, ce type de choses. Et la première question: quelles sont les choses sur lesquelles nous devrions travailler sur nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on doit travailler nous-mêmes pour nous avant de chercher un partenaire de vie? Qu'est-ce qu'il nous faut travailler en ce qui nous concerne nous-mêmes? Sur quoi travailler nous-mêmes avant de chercher un partenaire? En fait, je vous entends très très mal. Et donc, heureusement, vous m'avez envoyé les questions. No, you're good. Mais... You're good. You're good. Yeah. Okay. Okay. Donc, la première question, donc, sur quoi travailler nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on doit travailler à l'intérieur de nous-mêmes avant de se mettre à la recherche d'un partenaire? Donc je pense qu'en fait le seul partenaire de vie, c'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes notre partenaire de vie. Et ça, c'est pour toujours. C'est éternel. Parce qu'il n'y a pas de début à notre esprit. Notre esprit n'a pas de début et n'a pas de fin. Donc c'est une histoire sans fin. Même si c'est impermanent, bien sûr. Notre esprit change tout le temps, mais de façon philosophique, il n'y a pas de fin. En tout cas, c'est la théorie philosophique.
Et je pense que c'est important de penser de vous voir vous-même comme étant votre propre partenaire avant de projeter ça sur les autres. Parce que sinon, en fait, ça c'est la première erreur qu'on fait. Habituellement, on s'engage dans une relation amoureuse avec une idée complètement idéalisée, irréaliste. Et ça, c'est la première cause qui fait que ça ne va pas marcher. Donc, je pense que c'est la première étape, c'est de se reconnaître soi-même comme notre meilleur ami, comme notre partenaire de vie, en même temps notre aspect féminin et notre aspect masculin. Nous sommes les deux, nous sommes l'union, et nous avons les deux à l'intérieur de nous. Et puis, une fois que vous avez ça, alors quelle que soit la personne que vous rencontriez, ou quelles que soient les relations que vous avez dans votre vie, eh bien, ces relations seront très différentes, parce que vous entrez la relation en étant beaucoup plus réaliste. Donc je pense que ça, c'est vraiment la chose importante si vous cherchez un partenaire de vie. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément chercher un partenaire. Quand vous serez prêt, ça se produira. Si vous travaillez sur vous-même, si votre fréquence est correcte et juste, alors vous rencontrerez quelqu'un. Vous rencontrerez cette situation. Mais si vous ne travaillez pas sur vous-même, alors vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à rencontrer quelqu'un. Et même si quelqu'un apparaît dans votre vie, si vous n'êtes pas vraiment aligné, centré, alors ça sera un désastre. Et comme la plupart des relations, ça sera un désastre. S'il vous plaît, si tout le monde peut couper son microphone. C'est pas qu'on veut pas vous entendre, mais on est presque 200, donc ça va pas vraiment être possible. Donc voilà, ça c'est ma réponse à la première question. Donc, merci beaucoup, Essel. Donc je pense que voilà, la base, c'est de travailler sur nous-mêmes. Parce que nous sommes nous-mêmes notre propre partenaire de vie. Et donc, arrêtons d'inventer toutes ces histoires qui vont pas nous satisfaire, en fait. Il nous faut être réaliste. Parce que tout est temporaire. Enfin, à part la vacuité et l'espace dépourvu de contact obstruant, mais à part ça, tout est impermanent. Et pourquoi est-ce qu'on s'attache à des choses qui sont impermanentes? Parce qu'on projette des choses irréalistes sur elles. Et donc il nous faut être beaucoup plus réaliste, et ça dans toutes nos relations. Merci beaucoup, Essel. Donc je vais poser la deuxième question. Donc c'est un chien très mignon. Donc la deuxième question. Quelles sont les qualités qu'un partenaire de vie devrait avoir? Si on cherche un partenaire, qu'est-ce qu'on devrait rechercher chez une personne? Donc ça, je pense encore, c'est une autre erreur. Parce qu'il ne faut pas chercher les qualités chez l'autre. Ça, c'est pas nos oignons, c'est pas notre boulot, c'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, notre boulot, c'est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de voir nos propres qualités et voir qu'est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Et à partir du moment où on projette sur l'autre, on fait la même erreur que tout le monde, c'est qu'on projette et on conditionne la personne. Parce que la personne, pour que l'amour soit là, il faut qu'il y ait de l'espace. Deux oiseaux ne peuvent pas voler s'ils sont collés l'un à l'autre. Il nous faut de l'espace pour voler, l'un à côté de l'autre. Donc si on projette un besoin, si on projette un conditionnement, tel type de qualité on veut, tels autres on ne veut pas, tel défaut on ne veut pas, alors on ouvre nous-mêmes la porte au fait d'être déçu. Et puis on donne une responsabilité énorme à l'autre qui peut-être la personne n'est pas prête, enfin en tout cas c'est pas son travail
de répondre à nos attentes. Peut-être qu'elle doit travailler sur autre chose, la personne. Par exemple, si je m'engage dans une relation et la personne que je suis avec laquelle je suis projette le type de personne que je devrais être, alors c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est vrai, non? Si on dit « Oh, je t'aime uniquement si tu es comme ça, je t'aime uniquement si tu fais ceci, mais si tu fais pas cela, si tu dis ceci, mais si tu dis pas cela. » C'est pas de l'amour, c'est juste un besoin égoïste. Dès l'instant on veut changer l'autre, c'est une erreur, ça c'est l'erreur fondamentale en fait. Donc ce qu'on devrait faire, c'est être sûr que nous, on a les qualités qu'on veut voir chez un partenaire. Moi, ça serait ça mon conseil, de générer nous-mêmes les qualités qu'on cherche chez l'autre. Parce que si on a ces qualités-là, si on cherche ces qualités, alors il nous faut les cultiver en nous-mêmes. Et alors notre partenaire pourra apprendre de nous. On pourra quelque part l'influencer en lui montrant les qualités qu'on aimerait voir chez le partenaire. Mais même ça, c'est pas une motivation extraordinaire. Parce que la chose principale, c'est d'essayer vraiment de faire de notre mieux, d'être la meilleure personne qu'on puisse être et d'accepter l'autre comme il est. Et ça, c'est le vrai amour. C'est l'amour véritable. Merci beaucoup, Ocel. J'espère que tu m'entends un peu mieux maintenant. Oui, j'entends mieux. So, while our previous questions had to do with maybe working on yourself, looking for a partner, our next question is notre prochaine question, c'est une fois qu'on est dans une relation, que la relation a débuté, quelle est la différence entre l'amour sain et l'amour malsain? Comment distinguer entre les deux? Donc la plupart du temps, ça va probablement être malsain. Parce on vit dans une société, dans un système qui est un peu inversé, qui a la tête à l'envers, quoi. Et c'est juste une question de temps avant que les conflits n'apparaissent, que les conflits apparaissent. Au début, souvent, c'est très joli, c'est magique, on idéalise la relation. Mais en fait, comme au début, on a négligé le fait de faire mûrir les qualités à l'intérieur de nous-mêmes et on a projeté des choses sur l'autre, alors c'est pratiquement impossible, c'est très difficile d'éviter des conflits. Et puis dans une relation, quand on parle de relation, c'est pas forcément une relation de couple, mais ça peut être n'importe quelle relation humaine, la relation qu'on a avec notre chien, avec nos amis, notre famille, nos collègues. Il y a plein de types de relations différentes. On peut pas juste généraliser, mais il y a différents aspects. Donc je dirais que dès le début, il nous faut avoir ça très très clair. Qu'est-ce qu'est l'amour sain et l'amour malsain? En fait, ça se base sur nous, il se fonde sur nous. Parce que très souvent, si on a un aspect malsain à l'intérieur de nous-mêmes, probablement on va le projeter sur l'autre et on va croire que c'est l'autre qui est le problème. C'est l'autre qui a un problème ou qui se conduit pas de façon correcte, qui se comporte pas de façon correcte, qui devrait pas faire il fait pas ce dont on a besoin, ce qu'il faudrait faire. Donc c'est pour ça la plupart du temps, on vérifie pas, on check pas nous-mêmes, on se vérifie pas nous-mêmes. Donc en fait c'est très facile de pas se regarder soi-même. De ne pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de regarder juste à l'extérieur. Et puis là, il y a tous ces drames qui se produisent à l'extérieur. C'est une question de temps, et dans toutes les relations, il y aura des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prendre quelque chose et en faire toute une montagne.
Parce que, par exemple, mes grands-parents, ils étaient ensemble pendant 70 ans. Et bien sûr, ils ont eu des disputes. C'est normal. Et mon grand-père, il disait... Le plus facile, en fait, mon grand-père, il disait, le secret, c'est de dire, oui, tu as raison, chérie. Ah, c'est le secret de mon papy. Et c'est comme ça que sa relation a survécu. C'est qu'il était capable de dire oui. Parce qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui doit dire oui. Sinon, c'est impossible. Bien sûr, si les deux ont ce type de cœur et de cette capacité de vraiment travailler sur elle, alors c'est incroyable. Pour moi, ça, c'est quelque chose de magique. Et je connais des gens comme ça, je connais des familles comme ça, qui sont vraiment unies, ils prennent soin les uns des autres, et les enfants, ils sont complètement épanouis dans de telles familles. C'est tellement beau. Et bien sûr, les deux personnes du couple doivent être vraiment impliquées, très claires sur qui elles sont et qui elles ne sont pas. Et de ne pas blâmer l'autre. Peut-être qu'au début de la relation, la personne, l'autre, elle est magnifique. Première semaine, il est magnifique, il est parfait. Et puis la deuxième semaine, elle fait ceci, elle fait cela. C'est normal parce qu'au début de la relation, on essaie de montrer la meilleure version de nous-mêmes, qui n'a pas fait ça. Et puis au fil du temps, on n'est plus détendu, on se met à l'aise, et puis on se dit c'est pas tellement important de montrer cette image, parce qu'on se connaît déjà, donc on devient un peu plus paresseux peut-être, plus détendu. C'est là que l'autre personne commence à projeter sur vous et voir des choses qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est la nature de l'esprit. C'est ce que fait l'esprit. L'esprit regarde, l'esprit cherche les erreurs, les choses insatisfaisantes, les choses qu'il va pouvoir blâmer. Parce qu'en fait, la vie est parfaite, tout est parfait. Si on arrête d'y penser, il n'y a plus de problème. À moins qu'on meure de faim et de froid. Mais si nos besoins fondamentaux, nos besoins primaires s'il n'y a pas de problème de ce niveau-là, au niveau des besoins fondamentaux, alors les autres problèmes, les autres besoins, les besoins secondaires, ils apparaissent uniquement quand on commence à y réfléchir. Et donc on complique la vie comme ça, on crée tellement de problèmes dans notre esprit. Par exemple, on remâche les mêmes choses encore et encore. On remue les mêmes choses encore et encore. Et on devient négatif de cette façon-là. Parce qu'on donne davantage de valeur à la négativité qu'à la positivité. Par exemple, si l'autre sûrement elle a plein de bonnes qualités, mais on accorde beaucoup plus de valeur à la négativité, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans la société de façon générale, donc on grandit avec cette habitude et on a tendance à faire cela. On voit une ou deux mauvaises qualités dans la personne et on se focalise là-dessus. On en fait toute une montagne. Tout le reste n'a plus d'importance, même si elle a 1000 bonnes qualités, on ne les voit pas. Juste parce qu'elles ont deux mauvaises qualités, ça va éclipser toutes les bonnes qualités. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Et bien sûr, si on ne travaille pas sur nous-mêmes, alors quelle que soit la relation, elle sera malsaine. Et en ce qui concerne le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, ça va nous conduire à nos questions suivantes, que souvent dans nos relations, l'ego se met en travers du chemin. Et donc, afin d'avoir une relation qui soit saine, qui soit harmonieuse, comment on peut faire pour travailler sur notre ego? Parce que c'est à cause de lui que la relation est mauvaise. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec notre ego? Donc la première étape, c'est de comprendre ce qu'est l'ego. Parce qu'il y a différents types d'ego, différents aspects. Et la chose principale,
l'aspect principal de l'ego, c'est qui nous fait souffrir. Pour vous donner un exemple, si on dit je suis ceci, ça c'est mon nom, et c'est mon boulot, et c'est ma mission, et on crée tout un concept, toute une idée autour de ça, au cours de l'ego, de la personnalité, de qui on est, ou de l'idée de qui on est, alors on va avoir plein de problèmes. Parce que vous êtes seul, c'est juste vous. Mais en fait, on est juste une toute petite chose au sein de l'univers. Quand on dit qu'on est juste une petite poussière dans l'univers, ça change complètement de perspective et ça va nous permettre d'être beaucoup plus heureux, d'accomplir beaucoup plus de choses dans notre vie. Mais parce que sinon, on s'attache tellement à ce concept de qui on est ou de qui on est supposé être, on se perd, on se noie dans ce concept. Et on n'arrive pas à le transcender. Donc ça, c'est un aspect de l'ego. C'est bien plus simple de dire je suis juste une poussière dans l'univers. Et bien sûr, on existe dans l'univers. Il faut pas... On n'a pas à se battre pour avoir un nom ou ce genre de choses. De toute façon, c'est déjà là. On a déjà un nom. Le nom, c'est juste quelque chose, un label supplémentaire. Et souvent, quand les choses sont difficiles pour nous, il faut penser à cela. On est juste un processus dans l'univers, juste un aspect, et ça nous permet de reprendre notre pouvoir, de se rapproprier notre pouvoir, et de ne pas donner tout notre pouvoir à ce concept du jeu, de l'ego. Sinon, nos problèmes deviennent tellement importants. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que d'un côté, bien sûr, l'ego, ça peut être utile. On peut l'utiliser pour dire « Ah, je veux aider beaucoup d'êtres, je veux améliorer la vie de tout un tas d'êtres en commençant par la mienne. » Et ça, en fait, c'est bien sûr, c'est l'ego qui pense cela. Et c'est un ego... C'est pas un ego qui est fondé sur une pensée d'auto-chérissement. C'est un désir d'aider. Donc c'est vraiment fondé sur la compassion. Et ce type d'ego, il est différent du premier type d'ego. Donc il nous faut être capable de faire la différenciation. On ne peut pas juste généraliser tout, noir-blanc, noir d'un côté, blanc de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de gris. Donc les extrêmes ne sont pas sains. Et quand on comprend cet aspect de l'ego, que cet aspect de l'ego n'est pas bénéfique, qu'en fait il nous nuit et ne nous permet pas de fonctionner de façon positive, alors ça c'est bien de le reconnaître. On n'a pas besoin de ce type d'ego-là. Mais l'autre type d'ego, celui qui a une fonction, qu'on peut utiliser, sur sa base, on peut être capable de faire quelque chose de notre vie et offrir un service à l'humanité, par exemple, et bien ce type d'ego-là, il est très bénéfique, mais c'est très facile de le confondre avec l'autre. J'ai un ami qui dit « Oh, mon ego c'est l'ego de Chenrezig, c'est un très bon ego. » Donc je le taquine beaucoup. Je lui dis « Quoi ?» Ah bon, alors moi je dis « Ah, mon ego, moi c'est Manjushri alors. » Et ça peut être une erreur. Mais la frontière entre l'ego qui est bénéfique et l'ego qui n'est pas bénéfique est très fine. La frontière est très très fine. Et on est la personne qui nous arnaque, on s'arnaque nous-mêmes en fait, on se trompe soi-même. On est la personne principale qui nous arnaque, qui s'arnaquons nous-mêmes quand on se convainc que cet ego, ce premier ego va nous être bénéfique. Donc je pense que c'est pour ça que c'est très important de reconnaître nos propres bêtises. Ça c'est vraiment la chose principale. Si vous ne pouvez pas reconnaître vos propres bêtises, alors ça va être vraiment très difficile d'avoir
des relations harmonieuses dans votre vie. Et même quand vous reconnaissez, si on fait rien pour notre ego, enfin, une fois qu'on a reconnu le problème, si on ne fait rien pour le régler, ce problème, alors ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est pas de pas donner le pouvoir à l'autre, de ne pas rendre l'autre responsable de ceci et de cela. C'est à nous-mêmes de faire le changement à l'intérieur de nous-mêmes. Et on ne peut pas se changer soi-même. On ne peut pas se changer soi-même, mais on peut se donner de l'espace afin de faire en sorte que ce changement puisse se produire. Merci Ocel. Et donc quand on travaille sur nous-mêmes et qu'on est dans une relation en même temps, on est toujours de toute façon dans tout un tas de relations. Est-ce que tu es toujours là, Ocel? Okay. Oh, I think you are. Is Otzel muted or? Okay, yeah. Donc souvent, quand on travaille sur nous-mêmes, on se trouve dans des relations, que ce soit des relations romantiques ou amicales, tôt ou tard, et il y a des conflits, des engueulades, des problèmes qui s'élèvent. Donc la question c'est, quand on est énervé envers notre partenaire, comment gérer ces émotions négatives qu'on dirige vers notre partenaire? Surtout quand les choses sont tendues, dans le moment où les choses sont vraiment tendues, comment gérer ces émotions? Ça, c'est une question très difficile, parce que je suis le premier, moi j'arrive pas à gérer ce type de relation en fait. Donc je ne sais pas si c'est vraiment opportun pour moi de parler de comment gérer ces situations. Parce qu'il y a plein de niveaux différents. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de contrôler leurs émotions que pour d'autres. Pour certaines personnes, il y a des choses différentes qui vont faire que l'émotion s'élève. Par exemple, on peut penser qu'on a un grand contrôle sur nos émotions. C'est comme le yogi qui médite sur la patience. Et puis quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, je médite sur la patience. » Et la personne lui dit « Ah, ben alors mange du caca. » Elle fait « Non, c'est toi qui vas manger du caca. » Donc le yogi se met en colère comme ça. C'est une histoire que sa santé raconte des fois quand il enseigne. Donc c'est juste l'apparence en fait. Tant qu'il n'y a personne qui est là pour toucher les choses sensibles, pour appuyer sur nos boutons de choses sensibles, alors bien sûr on peut être un bodhisattva, on peut être un grand méditant, on peut être un être réalisé, tout ce que vous voulez vous appeler, vous pouvez l'être. Mais parce que la colère ou l'autre émotion, elle est toujours cachée à l'intérieur de nous. Paklashapa en tibétain, mais l'émotion est toujours là. Et toutes les perturbations, elles sont toutes à l'intérieur. Les démons sont à l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup de gens disent « Oh, les démons, ils sont à l'extérieur. » Non, non, les démons, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça dépend vraiment de la personne. Par exemple, pour moi, j'ai certains boutons. Par exemple, la femme de mon fils les connaît bien mieux que moi, ces boutons-là. Donc je tombe encore et encore dans les mêmes problèmes. Et bien sûr, peut-être pendant un an, il n'y a rien. Mais au bout d'un an, je vais tomber dans les mêmes problèmes pendant 1-2 minutes. Et c'est déjà suffisant pour rendre ma vie un enfer. Pour faire de ma vie un enfer pendant des mois. Donc c'est probablement mon karma parce qu'il faut que j'apprenne quelque chose qui tend à se produire dans la vie. C'est tant qu'on n'a pas appris quelque chose, la vie continue de vous l'amener encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on ait appris ce qu'on devait apprendre et qu'on arrive à transformer cela et à évoluer. Et alors la vie nous apporte autre chose.
Donc, j'ai en fait pas été capable de vaincre cela pour le moment. Je pense que maintenant, j'ai pas tellement de contact en fait avec la mère de mon fils. J'ai essayé d'avoir une amitié avec elle afin qu'on puisse s'entendre bien, mais on n'est pas. Peut-être c'est pas encore le bon moment pour ça. Et je sais pas exactement, mais j'ai pas réussi à contrôler mes boutons dans le feu de l'action. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre, de connaître nos boutons et de savoir et de comprendre que nos démons sont à l'intérieur de nous, ils sont cachés et ils sortent uniquement quand ils sont activés, enfin quand il y a quelque chose qui est là, un agent de l'extérieur qui va appuyer sur ces boutons-là pour les faire sortir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment utile d'être dans des relations, de vivre une vie de famille, une vie qui ne soit pas une vie de moine. Parce que quand vous êtes moine, bien sûr, il y a plein de choses dont vous n'avez pas conscience parce qu'il n'y a personne là pour vous pousser, pour appuyer sur vos boutons. Pour vous faire souffrir. Mais bien sûr, en fin de compte, c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir parce que personne d'autre n'a le pouvoir de nous faire souffrir. Une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on abandonne notre pouvoir aux gens, aux objets, aux sensations, aux désirs. Il y a tellement de différentes façons on abandonne notre pouvoir. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que si on ne conserve pas le pouvoir pour nous-mêmes, en nous-mêmes, alors c'est vraiment difficile de l'orienter de façon correcte, de le canaliser de façon correcte parce qu'on est perdu. On va ici, là, cette personne, mais on n'a pas la vision correcte. La vision correcte, ouais. D'orienter notre énergie de façon correcte. Donc je suis moi-même dans ce processus. C'est pas un processus facile. Et je sais sur le long terme, ça va être très bénéfique pour moi. Mais dans le court terme, c'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que je pense, oh, je referai jamais ça. Cette erreur, je la referai jamais. Puis un an passe. Et puis tout à coup, les circonstances se réunissent, tout un tas de choses, et on commence à être... Ça, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego, il dit, oh, le pauvre moi, il accumule les choses. Mais si on n'a pas ce concept de l'ego, moi, alors on n'accumule pas les choses. On n'accumule pas le stress, la colère, les sentiments d'injustice ou la haine de quelqu'un d'autre. On fait partie de l'univers, on est juste un des processus de l'univers et on peut être de l'amour sans toutes ces choses qu'on ajoute, toutes ces décorations, toute cette sauce qu'on ajoute par-dessus. Mais je ne suis pas vraiment la bonne personne pour parler de ça. Mais je suis la bonne personne pour vous parler de mon expérience. Donc je pense que c'est très important quand on est en colère. En fait, on est en colère avec nous-mêmes, pas avec le partenaire. On perd la patience envers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important. C'est que la patience est à l'intérieur de nous. Donc quand on perd la patience, on s'autorise soi-même de perdre la patience. L'autre peut faire quelque chose ou pas, mais le choix est nôtre. Et tant qu'on a conscience de cela, alors vous prenez un pas important dans la direction de relations harmonieuses, de relations saines. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à cette question. Et quand j'arriverai à ne pas réagir, tout est en espagnol, ils disent quand ça coule en fait, quand ça coule sur nous, on est imperméable,
Donc quand je serai comme ça, je pourrai vous donner peut-être des meilleurs conseils. En tout cas, on apprécie le conseil que tu viens de nous donner. Et il y a aussi une autre question, c'est par rapport à la communication. Il y a On dit souvent que la communication, c'est la clé pour une relation harmonieuse. Et souvent, en fait, on n'a pas de bonne communication. Et il y a une des questions qu'on nous a posées, c'est la question numéro 6. Et c'est comment est-ce que je peux communiquer mes besoins à mon partenaire de façon saine afin que ça ne se transforme pas en engueulade. Et quand on essaie de communiquer quelque chose qui nous ennuie, on est inconfortable par rapport à quelque chose et on n'arrive pas à parler de façon positive à notre partenaire. Est-ce que toi, tu as des techniques ou des petites astuces que tu peux nous donner? Je pense que la chose la plus principale dans la communication, c'est d'écouter. Parce qu'on pense que le principal, c'est de parler, mais en fait, non. La chose principale, c'est d'écouter. Et si vous arrivez à bien écouter, vous arrivez à bien communiquer. Juste le fait de parler beaucoup ne veut pas dire que vous avez une bonne communication. Non, non, c'est l'inverse qui est vrai. La plupart des gens ne savent pas comment écouter. La plupart d'entre nous, on écoute on n'écoute pas afin de comprendre. Et même, on est déjà en train de créer la réponse qu'on va faire, même avant que la personne ait terminé de parler. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Même si l'autre n'est pas très doué pour communiquer, pour parler ou pour écouter, si nous, de notre côté, on a une bonne écoute, on peut créer le cadre afin que l'autre se sente comprise. Même si on ne les comprend pas. Et en plus, si on les comprend, mais qu'on ne leur donne pas l'espace pour parler, alors même si on les comprend, en fait, ils vont croire qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne leur a pas donné l'espace. Donc quelque chose d'important quand on aide quelqu'un, c'est de leur montrer que la personne est importante pour nous. Donc il faut poser des questions. Au lieu de lui dire il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ça, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est lui poser des questions et vraiment écouter. Si on veut vraiment aider quelqu'un, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et quand l'autre souffre, où il y a de la souffrance, où il y a un conflit, eh bien, souvent on a une communication qui est agressive, qui va être faite d'une certaine façon. Mais si on est suffisamment mature pour reconnaître cela, alors on peut faire le premier pas. Et au lieu de le prendre les choses de façon personnelle, oh, il pense ceci et cela à mon propos, et on le prend personnellement, et notre réponse sera biaisée. Notre réponse va être sarcastique, par exemple, parce qu'on les juge. Peut-être ils travaillent pas assez dur, ou ils se plaignent trop, ou quoi que ce soit. On peut penser tellement de choses différentes. Donc déjà, notre attitude n'est pas celle de quelqu'un qui veut aider, ce n'est pas celle d'un ami. En fait, la relation fondamentale, on va dire, c'est l'amitié, parce que s'il n'y a pas d'amitié, alors il n'y a pas de relation. C'est pour ça que l'amitié est vraiment importante. Et c'est vraiment important de communiquer avec patience, humilité, empathie, compréhension. Toutes ces valeurs vraiment importantes et qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc peu importe comment la personne nous parle, il nous faut être suffisamment mature pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça. Au lieu de justifier que nous, on a raison, on n'a rien fait de mal, qui en général c'est ce qu'on essaie de faire, on se protège soi-même, eh bien il nous faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'autre souffre et comment on peut l'aider.
Quel est vraiment le problème derrière ça? Parce que la plupart du temps, ce n'est pas nous le problème, nous, on est juste une excuse qui va leur permettre de vomir tout un tas de choses. Et si on le prend personnellement, alors on tombe encore dans le même piège, dans cette énergie qui va faire boule de neige, une boule de neige noire. Parce que on a tendance à penser à partir de l'ego et on fait souvent cela. Et on essaie de protéger notre ego. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qu'on fait. Chacun d'entre nous se pose la question, pourquoi est-ce qu'on protège cet ego? Et donc quand on communique, je pense que c'est vraiment important cet aspect. Mais si l'autre personne aussi, elle est trop négative, trop toxique, trop agressive, alors il nous faut nous protéger nous-mêmes. Il nous faut couper. Ça, c'est aussi la compassion envers nous-mêmes. C'est l'autocompassion. Donc il nous faut faire la distinction entre que c'est vraiment juste toxique, une relation vraiment toxique, du harcèlement, ou en fait, si l'autre, en fait, est-ce qu'il demande? Est-ce que c'est un appel à l'aide? Est-ce qu'il a... Parce que sinon on peut donner, mais il faut bien qu'il y ait une limite, parce que sinon ça peut être négatif pour vous deux, pour les deux côtés, pour les deux personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit... il nous faut être très clair, et pas à partir de l'ego, mais à partir du fait qu'on est une partie de l'univers, de cet ego-là. Ussel, tu as mentionné l'amitié, et je pense une des choses quand on a des relations romantiques et qui nous pose problème, c'est les attentes physiques, l'intimité et l'intimité sexuelle et les attentes qui découlent de cela. Et à propos de ces attentes, un de nos membres nous a demandé quel conseil tu peux donner pour, si l'autre nous trompe ou n'est pas fidèle dans la relation. Je pense que c'est une question intéressante. J'ai eu beaucoup de relations où ma partenaire était avec d'autres hommes. Ça m'est arrivé beaucoup. Je pense qu'une des raisons, c'est parce que je voulais offrir à la personne la liberté d'être heureuse, de faire ce qu'elle voulait. Mais en fait, c'était une erreur parce que ça a causé la fin de la relation. Et en fait, la deuxième personne, dans une relation où j'étais, donc ma partenaire, elle a fait ça la deuxième fois en fait. Je me suis isolée d'elle en fait, et donc c'était un peu la fin de la relation. Aussi, je pense que c'est un challenge pour moi de travailler sur cet attachement. Il y a tellement de choses qui s'élèvent. Donc j'aime bien les challenges. Donc ça... C'est pas quelque chose que je recommande parce que c'est vraiment difficile. En fait, j'ai un ami, c'est quelqu'un d'assez unique. C'est quelqu'un de très ouvert. Et sa partenaire, elle a des relations avec d'autres hommes. Et même des fois, des relations qui durent des mois. Il n'a aucun problème avec ça. Il est complètement OK avec ça. Et pour moi, c'était vraiment difficile à comprendre. Parce que, en ce qui me concerne, je n'étais pas OK avec ça. Même si je l'ai accepté, je n'étais pas vraiment OK avec ça. Je souffrais beaucoup et je ne pouvais pas dormir la nuit. Quand je savais que ma partenaire était avec un autre homme, cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'essayais de regarder un film et je ne pouvais même pas voir le film. C'est mon esprit qui se faisait tout un film. Donc c'est très difficile de travailler avec l'attachement, en particulier quand il est tellement fort. Donc ça en arrivait à un point où pour moi j'ai décidé que c'était mieux dans une relation de garder l'intimité
keep that intimacy within dans le couple, the couple, let's say, dans le couple, or the two people, parce que because, sinon, à moins que I mean, les deux unless personnes soient both vraiment people are really, très really matures et très open-minded and ouvertes, ça va être un very désastre. mature, Ça va être it will be juste a des disaster. désastres. Disaster. Et l'autre chose, And also the c'est que other, souvent the les, other thing is that les gens many times trompent people leur partenaire cheat parce because they're selfish. ils sont égoïstes en fait. Because they Ils en want veulent more, davantage, ils they're sont pas unsatisfied. satisfaits, ils ont They l'impression feel like, oh, qu'il leur you know, manque I'm quelque missing chose. on something. Et bien sûr, dans beaucoup de cultures, c'est And of normal course, in que many cultures, it's normal. The lover, d'avoir un amant, it's c'est a un normal concept thing. normal. You know, C'est normal. there's many countries and cultures where it's Et si on n'a normal to pas have a lover. d'amant, on est If you on est don't have a bizarre en lover, fait. you're weird. It's like On n'est weird. pas normal. Par exemple, aux Philippines, c'est comme ça. Like in Philippines, it's like that, for example, and a few other places. Donc ça dépend aussi de la culture, So it peut-être. depends also Et on quand the on y culture, pense, maybe. And but if you think about it, for I don't know, maybe 40. That's what they donc il y a say, depuis 40,000 400 years, 000 ans roundabout, qu'il y a des 100,000 Homo years. sapiens. But it could be much On ne more. sait pas Who knows? It exactement, could be mais, hundreds of thousands of years. We don't know. mais disons, But let's just say for depuis now, 400 000 ans, we've been for 40,000 on a years, vécu we've dans been des living tribus. in tribes, On était dans right? des tribus. Within Donc, tribes. et la coutume So the ou la custom croyance, or the à ce belief moment-là, at that time, les femmes pensaient qu'elles the allaient women, être they thought enceintes that they would en get accumulant, pregnant by the accumulation plus of elles vont avoir sperm, de sperme, right? plus on va être, Accumulation. elles So vont they être would maybe enceintes. sleep Donc with elles allaient avec 6 or beaucoup 7 d'hommes. men. And Peut-être because certains étaient maybe one was a des very très bons good chasseurs, hunter, l'autre that one était was a un very très good bon narrator, that one was a peintre good ou je sais pas painter, quoi. that one was a good, you Et know, donc elles whatever. essayaient d'avoir So they would try, des they would partenaires choose qui the avaient des chickens très that bonnes would have qualités very qu'elles good voulaient qualities avoir pour leurs that enfants. they wanted for their children. Et donc quand les enfants naissaient, So when the children was born, l'enfant il that avait kid had 6 ou 6 or 7 7 pères pour les fathers protéger, that would protect them pour and veiller sur watch eux. for- Donc watch- il n'y avait pas juste watch un for them, père, you know? mais So 6 ou 7 they didn't pères. have one father, they had 6 or 7 Parce fathers. que tous les 7 pères, ils se Because disaient ah mais c'est all 7 peut-être men, mon they enfant. were, oh, that could be my son, that's my son, you know. Donc So ils avaient 7 pères he'd have pour les 7 protéger. fathers who would protect, pour veiller take sur care of eux. him and watch over him. Donc à l'intérieur d'une tribu, ça a du And so that sens. inside the tribe, it makes sense, you know, because that's Parce it's que for the- l'enfant for the va grandir child, he's gonna grow up avec much better taken tous care ses of. parents qui vont With prendre many soin de different lui, types of, parenting toutes ces and influences guides, you know, and qui influences. vont l'aider. Et bien sûr, But de of notre course, jour, c'est impensable. Today, that's Pourquoi? unthinkable. Parce que bien sûr, il y a la religion Why? Because of déjà course, qui est the apparue. religion. Donc c'est pas pour critiquer la religion, So I don't parce want que to toutes les criticize religions religion, ont des because all règles religions have a fondamentales golden d'or, rule that they all have together. But très it's positives. true Mais that c'est vrai que la religions religion a tendance à tend vouloir mettre la peur to en want to nous, put fear in you. elle a tendance à mettre la Right? They culpabilité tend to en put nous. guilt Je sais pas pourquoi. in you. Peut-être que c'est pour I don't vous know aider, why. je sais pas. Maybe it's to help you. I don't know. But Mais la chose, c'est que but that's the thing. On a tendance- We tend to kind of shut ourselves more, you know, because really, the more people Parce que le plus- interact with, the more plus people we on live devient with, the cultivé, more plus on open, a the d'expérience, more plus on knowledgeable, habite, the more experience we have. plus on rencontre If we différentes tend to personnes, just be with one alors person être tout le all the temps- time, then that sphere of knowledge and on a moins experience peur becomes much de smaller. manquer d'expérience. I'm Plus not saying on to a be d'expérience par don't get me ailleurs. wrong. Donc I'm just je giving présente you juste two différents different aspects afin que aspects, vous puissiez comprendre. okay, for you to Et understand. pour moi, personnellement, For me je personally, préfère I n'avoir prefer to have juste une intimité avec the une sacred personne intimacy with one person and for that to be maintained within. et juste à l'intérieur du The- couple, the- entre deux the- personnes. the Pour moi, people. ça fait du sens. That for me is Et it pour makes d'autres sense, personnes, okay? il y a d'autres choses But for qui, other sont- people, qui the préfèrent. other things they like also, Donc, you know? en fait, ce qu'il So faut, we c'est se just have to connaître be- soi-même, to know bien se oneself connaître well, soi-même. to know Qu'est-ce qui what va nous is être gonna be positif pour nous helpful et and qu'est-ce qui va or harmful nous for blesser. you. Parce que si on Because if dit, you're not si on n'est ready, pas then prêt you et qu'on think, se dit oh, ah, I'm moi j'ai pas very d'attachement, je suis open-minded, quelqu'un de très very ouvert et qu'on n'est pas fast, prêt, but maybe you're not ça ready peut and it vraiment can être très really difficile. be very, very tough. Et pour moi maintenant, So, je préfère yeah. être But for me célibataire. right now, Comme ça, je suis bien I plus prefer heureux to comme be ça, en single. fait. So, I'm J'ai much mon more fils, happier like this. mon chien, I have my son, et c'est juste les trois, my nous dog, trois. and then, On dort it's tous the three of us. ensemble, nous trois, We all en se sleep faisant des together. câlins. Hugging. And so, yeah, 2 weeks a month, my son is with me.
C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ça dépend. Tout est relatif. Il nous faut être très clair avec notre partenaire, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et comment on veut être dans cette relation. Il faut qu'il y ait comme un contrat et respecter cet engagement. Parce qu'à partir du moment où on va mentir dans la relation, c'est le début de la fin. Parce que la personne le sache ou pas, dans quoi on s'engage. Nous, on le sait. C'est comme le karma, même si personne d'autre ne connaît le karma dans lequel on s'engageait. Le karma est là parce que nous, on le sait. On a cette empreinte. Donc, si vous mentez, il vous faudra vivre avec ce mensonge. Et si vous vous comportez de façon négative, il va vous falloir vivre avec, il va falloir assumer la responsabilité de ça. Et si on ne le fait pas, alors très probablement, ce sera la fin de la relation. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de mutuel, que les deux partenaires soient d'accord sur le cadre de leur relation, que ça soit sain. Et comment ils vont gérer leur relation. Donc, tu as mentionné que parfois les relations se terminent, arrivent à leur terme, mais quand on est dans la relation, on a l'impression que c'est le paradis, la personne nous semble tellement parfaite, mais quand la relation arrive à sa fin, quelle que soit la raison, souvent c'est aussi la fin, parfois c'est la fin de l'amitié, etc. Et quelqu'un nous a posé la question, nous a dit, j'ai vraiment un sentiment, beaucoup de ressentiment envers mon ex, comment est-ce que je peux travailler là-dessus? Comment puis-je trouver la paix? This is question number 8 on our list. So, you said something before. Tu as aussi mentionné quelque chose avant que j'ai oublié. Ouais, je dis que quand on était dans la relation, c'était très bien, mais quand ça se termine, toutes les émotions positives, elles deviennent complètement négatives. Parfois, on est dans une relation parce que c'est pratique. Et on est uniquement dans la relation parce que c'est pratique, parce que c'est plus confortable. Parce que peut-être on a peur d'être seul. Donc parfois, on reste dans une relation qui n'est pas très saine, ou qui ne marche pas bien, juste parce que c'est plus pratique pour les deux personnes. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut comprendre que l'aspect pratique, que ce soit pratique, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est l'amitié. Et pour moi, toutes mes anciennes copines sont mes amies. On parle encore jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, on parle encore. Je pense pas que j'ai une ex avec qui je ne parle pas ou avec qui je ne sois pas amie. Mais c'est aussi parce que la base de la relation, c'était l'amitié, c'était pas autre chose. C'était l'amitié. Donc même quand la relation s'est terminée, l'amitié est restée. Parce que sinon, on a une relation pendant 3, 4, 5 ans, et puis elle se termine. Et s'il n'y a pas l'amitié, alors à quoi ça sert? Ça fait 3, 4 ans, et il n'en reste rien. Bien sûr, souvent, peut-être vous essayez d'avoir une bonne attitude, mais la personne, elle s'en fiche, elles n'ont aucun intérêt, vraiment, pour elles aussi avoir une bonne attitude. Dans ce cas-là, je peux comprendre que ce soit très difficile. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment... Il y a le ressentiment et puis il y a le trauma. En ce qui me concerne, je suis vraiment traumatisée par la relation que j'avais avec la mère de mon fils. Et le trauma est presque insupportable. C'est vraiment très sombre. Il y a le ressentiment qui s'élève, mais j'essaie de le transformer. Et aussi parce qu'il y a mon fils, bien sûr, parce que mon fils est là. Parce que si mon fils n'était pas là,
peut-être probablement on se parlerait même pas. Il y a trop de... On s'est rencontrés, on a été ensemble pendant 2 mois, et peut-être, probablement ça aurait été tout. Mais parce que comme elle est tombée enceinte, alors il nous a fallu... C'est vraiment un couple complètement dysfonctionnel en fait, vraiment très toxique. Et de mon côté, j'essaie de faire de mon mieux. Bien sûr, je fais des erreurs aussi. Mais quand l'autre a l'intention de vraiment vous blesser, ça devient très difficile de ne pas avoir de ressentiment ou de ne pas être traumatisé. Et pour moi, la meilleure façon de transformer cela, c'est le pouvoir de l'amour. C'est en ayant vraiment de la compassion pour la personne, en essayant de comprendre cette personne, d'essayer de se mettre dans ses baskets, essayer de la comprendre. Parce qu'on peut essayer d'avoir une bonne relation, une amitié, mais si la personne n'a pas d'intérêt pour ça, alors c'est une perte de temps. Et on peut essayer au moins, on peut toujours essayer. Et ce qui est important, c'est de lâcher tout ça. Parce que tant qu'on a soi-même du ressentiment, du trauma, de la douleur, eh bien, c'est nous-mêmes qui devons porter cela à l'intérieur de nous. Et ça va devenir un poids vraiment négatif au fil du temps. Et ça, je parle de l'expérience, à partir de ma propre expérience. Ça peut être vraiment très difficile. Et particulièrement si y a un enfant qui est impliqué. Parce que parfois, la mère peut utiliser l'enfant envers vous. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais mes parents faisaient ça très souvent. Et je pense que les enfants font souvent ça. Les parents font souvent ça, ils utilisent l'enfant afin d'aller blesser l'autre. Et ça, pour moi, c'est tellement horrible, parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi utiliser l'enfant ? Donc en fait, je souffre parce que j'arrive pas à comprendre. C'est complètement le monde à l'envers. C'est comme quand on voit la guerre. Et c'est légal et on reçoit des médailles parce qu'on tue des gens. Et en fait, tout est renversé. Tout est sans dessus dessous et c'est insupportable. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Donc la chose qui fonctionne pour moi, c'est de me dire qu'il n'y a rien à comprendre. Même si on essaie de comprendre, toute notre vie on essaie de comprendre, il y a certaines choses, il n'y a rien à comprendre. C'est juste la façon dont sont certaines personnes. Et certaines personnes ne vont pas changer. Et donc il nous faut accepter ça. Comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et peut-être que petit à petit l'autre va changer ou pas, mais au moins nous on ne conserve pas toutes ces choses malsaines à l'intérieur de nous. On est capable d'offrir quelque chose, une possibilité, un exemple que la personne va pouvoir voir et va pouvoir apprendre quelque chose de cet exemple. Il y a quelque chose que tu soulèves, Sel. C'est les 2 dernières questions qu'on a. Donc tu as mentionné le fait de rester ami avec tes ex. Et c'est très difficile pour la plupart d'entre nous parce que la rupture est tellement douloureuse. Et un de nos membres a demandé... Oui, mais la rupture n'a pas à être difficile, en fait. Si la relation est basée sur le respect et l'amitié. Oh, you're just saying about giving us advice on breaking up and how it doesn't have to be nasty and vicious. No, I thought you said something. No, Donc vraiment, une relation, même si la relation se termine, l'amitié est encore là. Mais ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils passent d'un extrême à l'autre extrême. D'être obsédés avec cette personne complètement idéalisée. Et on passe de ça à la haine qu'on a envers cette personne et on blâme la personne pour tous nos problèmes.
Donc ça, c'est un extrême, on passe d'un extrême à l'autre. Ça se produit très souvent. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas conscient de notre esprit, de nos processus mentaux. Juste on projette. Et on dit que l'autre est coupable. Et tout, donc c'est la faute de l'autre. Et nous, on est parfait, on n'a fait aucune erreur, on est supérieur. Donc ça, c'est une erreur parce que personne n'est supérieur et personne ne sait mieux qu'une autre personne. On sait tous de façon... On connaît tous de façon différente, on est tous différents. Avec des pots. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle les relations deviennent toxiques, c'est parce qu'on s'engage dans ce schéma et on répète encore le même schéma avec le prochain partenaire et encore avec le prochain partenaire. Et parce qu'on ne veut pas faire le boulot. On n'est pas prêt à faire le travail sur nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas prêt à reconnaître que peut-être le problème est à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus facile de blâmer l'autre. Donc j'étais avec une femme italienne, Sarah, elle est formidable, on est les meilleurs amis du monde maintenant. Et on a habité ensemble pendant 1 an et demi. Maintenant elle est en Italie. Donc on se donne de l'espace. Mais on se parle très souvent. Et je suis sûre que quand on se reverra, on sera de très bons amis. Ça ne va pas être... il n'y aura pas de problème. Mais peut-être que je projette. Et oui, on a une bonne relation parce qu'on a une bonne amitié. Et donc l'amitié, elle reste là. Parce que si la relation va et vient, et c'est pas vraiment ça qui est important. Mais le problème, c'est qu'on s'attache tellement à ce concept de la relation. Ma copine, à moi. Et ça, je crois que c'est une grosse erreur. Mais on peut lâcher, si on arrive à lâcher ça, l'amitié est encore là. Et là, on peut vraiment apprécier, on peut vraiment être heureux. On peut vraiment donner le meilleur de soi et recevoir le meilleur de l'autre. Donc, merci, Ocel. Et on a une dernière question. C'est les gens qui se trouvent dans une situation un peu comme la tienne, où la relation a terminé, mais il y a les enfants qui sont impliqués. Et donc, d'après ce que tu nous dis, est-ce que tu as des conseils pour comment être un parent, comment être un bon parent? Donc souvent, je pense qu'en fait, c'est bien plus simple. Si les parents sont séparés, s'ils sont toxiques, c'est bien mieux pour l'enfant s'ils sont séparés. Par exemple, dans mon cas, c'est mieux si on a de la distance, si on est séparés, même si on n'habite pas très loin. Et je vois mon fils peut-être toutes les semaines. Donc pendant une semaine, il est avec moi et pendant une semaine, je ne le vois pas. Mais c'était pas comme ça au début. Parce qu'on avait une amitié pendant 1 an. Mais après, ça s'est terminé. Parce que nos égos se sont mêlés à l'affaire. Et j'ai pas bien veillé sur mes émotions. Parce qu'à un moment, on fait confiance. On se fait confiance en fait. On se fait trop confiance, on se détend trop. Et là, c'est dangereux. C'est le moment le plus dangereux. C'est comme quand on conduit. Si on ne sait pas trop où on va, en fait, quand on apprend à conduire, en fait, quand on vient d'avoir son permis, en fait, ça va parce qu'on fait attention. Mais le problème, c'est que quand on se fait trop confiance, on croit que ça va, on est bon, et là, on fait moins attention, et là, on a un accident. Donc, il faut toujours respecter la route et toujours conduire pour les autres. On conduit et on a toujours conscience de tous les autres et de ce que font toutes les autres personnes autour de nous, ce qu'elles vont faire, on anticipe. Donc c'est un peu similaire dans une relation. Il faut toujours avoir ce respect et être prêt et avoir la garde qui soit là. Parce que sinon, on a des problèmes.
Et donc Norbu, mon fils, il souffre à cause de ça, parce que c'est déconnecté, une déconnexion. C'est soit juste son papa, soit juste sa maman. Mais avant, c'était un privilège pour nous, parce que n'importe quel moment, je pouvais aller lui rendre visite, ou elle pouvait venir ici lui rendre visite. Enfin bref, on va essayer de retrouver une telle relation, mais ça prend beaucoup de temps. Parce que des fois, il y a beaucoup de ressentiment. Et pour moi, c'est très difficile de comprendre le concept du ressentiment. Parce qu'immédiatement, je pardonne. J'arrive pas à pas pardonner. C'est très important pour moi de pardonner et de clarifier et de faire la paix, d'avoir cette amitié. Sinon, j'arrive même pas à bien dormir. Mais tout le monde n'est pas comme ça. D'autres personnes sont différentes. Tout le monde est différent. Donc il faut que je respecte cela. Et je pense que pour Norbu, c'est bien plus sain maintenant. Maintenant qu'on ne soit pas, qu'on n'est pas ensemble, qu'on ne vive pas ensemble. Sinon, il faudrait qu'il ingère cette toxicité. Parce que ma relation avec mon fils, elle est vraiment très bonne, très saine. Et sa relation avec sa mère, elle est très bonne, très saine. Le problème, c'est la relation entre sa mère et son père. Ça, c'est le problème. C'est vraiment le problème. Donc je pense que souvent, c'est important d'être très sage et d'éviter les discussions. Certaines discussions en face de l'enfant, c'est vraiment important de les éviter. Et la façon dont on va se comporter, c'est cette façon-là. L'enfant va imiter. Si on crie, bah lui aussi va se mettre à crier, l'enfant. Et s'il voit qu'on est toxique, il va faire de même. Donc pour moi, le plus important, c'est de vraiment donner beaucoup d'amour à Norbu, constamment. Et je pense qu'en lui donnant beaucoup d'amour, et d'être là pour lui, ça suffit pour que lui ne soit pas affecté par la toxicité passée, peut-être qu'il y a eu précédemment. Donc j'essaie vraiment de faire cela, de faire de mon mieux à faire le meilleur des pères, à être le meilleur des pères possible. En fait, j'ai jamais vraiment eu de père et mère quand j'étais enfant. Enfin, j'ai grandi beaucoup seul. Et les personnes qui prenaient soin de moi changeaient constamment. Donc pour moi, c'est une opportunité d'être capable d'offrir un Norbu, ce que j'ai jamais eu, et qui est quelque chose que je chéris beaucoup. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas vraiment eu d'enfance, parce que à 18 mois, j'étais déjà en train de travailler. J'étais déjà assis sur un trône à donner des bénédictions et recevoir des offrandes. Et donc, pour moi, ça, c'était un travail, en fait. Et quand j'avais même pas 2 ans, j'étais déjà en train de travailler. Donc, j'ai jamais eu la chance d'avoir une enfance, d'être juste un enfant, en fait. Donc, avec Norbu, je suis son père, mais je suis aussi son frère. Son petit frère. Donc souvent, je fais ce processus avec lui. D'un côté, je suis son père. Donc c'est important de mettre des limites. Si vous imaginez, si vous avez les yeux bandés, et vous essayez de voir où sont les murs dans le noir, s'il n'y a pas de mur, ça peut vraiment faire peur. On peut vraiment s'agiter. Mais si on sait où sont les murs, on peut se situer, bah alors on se détend. Donc c'est un peu la métaphore pour donner pour guider un enfant. Il faut apprendre de l'enfant parce que l'enfant est très sage. Et en même temps, il faut leur montrer les limites. Et ça, c'est notre responsabilité afin qu'ils aient cet aspect sain, qu'ils puissent savoir où sont les murs, où sont les limites afin de pouvoir se positionner. Donc c'est ce que j'essaie de faire en tant que père. De poser vraiment les limites, la structure, d'offrir une structure et d'être là pour lui. Mais très souvent, quand je suis avec lui, je deviens comme un enfant. J'ai 3 ans.
Moi aussi. Parce que je me souviens quand j'avais 3 ans. Quand j'avais 3-4 ans, j'avais l'habitude de pratiquer mon sourire devant le miroir. Je pratiquais mon sourire devant le miroir. C'est vraiment très drôle. Bien sûr, c'était mon travail. Mon travail, c'était de sourire et de faire ça à tout le monde. Donc, je pratiquais ce sourire. Et donc, quand je joue avec Norbu, d'une certaine façon, je guéris quelque part ma propre enfance parce que je redeviens un enfant moi aussi. Donc, on a une très bonne connexion. Très bonne relation. Il y a une forme de magie. Lui et moi, on se comprend très très bien. Parce qu'd'un certain côté, c'est un adulte parce qu'il est très mature. Mais c'est un enfant. Moi, je suis un adulte parce que j'ai l'âge d'un adulte, mais en fait, je suis un enfant. Dans mon esprit, j'ai encore cet aspect-là. J'ai pas été capable de vraiment asseoir ma structure et d'être... Parce qu'en fait, j'ai été lancée comme ça dans la société, enfin, et j'ai dû trouver mon chemin. Et j'ai beaucoup de traumas et j'ai eu beaucoup de problèmes mentaux auxquels j'ai dû faire face moi-même sans aucune aide. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, des amis, les vrais amis ont été là. Mais c'était vraiment difficile. Et j'ai pas été capable pour le moment, de dépasser ça. J'espère. Je pense que j'ai encore peut-être 15 ans de guérison devant moi. Mais bien sûr, je suis avec Norbu, c'est incroyable en fait. Ça n'a pas de prix cette relation. C'est comme vivre 2 vies, c'est comme être son fils et son enfant. Parfois Norbu me prend dans ses bras, il met sa tête sur sa poitrine, il me tient comme ça. Il est tellement aimant. Sans aucune raison. Il aime beaucoup le contact. Et moi, bien sûr, aussi, je lui donne beaucoup d'amour. Parce que, en tant qu'enfant, j'ai jamais eu vraiment de contact physique. Et les gens n'avaient même pas le droit de toucher ma tête ou de me prendre dans leurs bras. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans mon enfance. Et le contact physique, mais c'est le contact affectueux, physique affectueux qui m'a manqué. Donc c'est pour ça que je lui en donne tellement. Parce que même si je ne l'ai pas reçu, je l'ai. C'est là, donc je lui donne. Il n'y a rien de cassé, d'écrasé. Tout est là. C'est toute une question d'esprit. C'est dans notre esprit, on décide qui on veut être et comment on veut être. Et il y a beaucoup de moments différents, de moments où on peut être des moments qui sont très sombres, et ces moments sont impermanents et ils vont changer. Et donc, tant qu'on est conscient de ça, on peut petit à petit, on peut transformer ça, ça prend du temps. C'est très lent, c'est un processus très lent, mais la vie est magnifique et on est là pour la vivre et on est là pour la partager, pour partager. Et dans le dharma, s'il n'y a pas d'être, alors comment pratiquer la compassion? Comment atteindre l'éveil s'il n'y a pas d'être? Donc la vie, c'est un partage, interagir, comprendre. Et il y a un écrivain qui a dit c'est pas intéressant d'être libre seul. Bien sûr. Par rapport au dharma, ça veut dire si on est libéré du samsara, on atteint le nirvana, on est libre soi-même. On sera pas... Mais le concept de cette personne, de cet écrivain est très, très intéressant parce qu'il parle d'atteindre le nirvana, mais seul. Un nirvana individuel n'est pas intéressant. Donc, je pense que la vie, c'est vraiment interagir, partager et grandir ensemble. Et si on n'a pas ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. La vie concerne les autres. Donc merci, j'ai terminé. Merci Eusel pour ton temps.
Thank you so much, J'ai Osel, for juste your une dernière time. question. Est-ce que tu pourrais nous guider dans The une only last request we would dédicace? make, Osel, would you mind leading us in a dedication prayer before we pass it on to someone else for some final announcements? Est-ce que tu pourrais nous guider dans une dédicace? Maybe leading us in a dedication? Would you mind offering a dedication for us? Like, Parce qu'en fait, Eusel n'entend pas pas bien ce qu'on lui dit. It breaks a lot. I can't hear. Okay, Tyler, I'd like to offer. I think I'll pass it on to you. Rinpoche, thank you so much for your time. It's been a pleasure meeting you. We do everyone have some final announcements by a member of Donc, our community, a very good friend of mine, Tyler. On va juste faire quelques annonces, Mais et je vais vous proposer de dédier les mérites. Donc, grâce aux mérites de ces actions vertueuses, puissions-nous rapidement atteindre l'état d'un Bouddha et guider tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Et puisse le joyeux suprême de la bodhicitta qui n'a pas déjà été généré naître, et puisse la bodhicitta qui a déjà été générée s'accroître de plus en plus. Donc celle-là, c'était vraiment formidable. Merci d'être là et d'être de nous parler de façon très directe et très franche, et afin d'exprimer notre gratitude, nous aimerions aussi t'offrir cette prière de longue vie. Toi, Vénérable, dont la bonté dépasse celle de tous les conquérants, qui guide les êtres, particulièrement les occidentaux, et qui a décidé de te manifester à nouveau dans une famille occidentale, nous faisons cette requête. Lama, s'il te plaît, vis très 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 longtemps. Donc merci pour cet événement formidable aujourd'hui, grâce à Tara Buddhist Center à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis, qui est placé sous la direction spirituelle de Yangtze Rinpoche et Kangtse Rinpoche. Et l'an dernier, on a été obligé de fermer le centre, mais le centre a continué à offrir beaucoup d'enseignements en ligne, tels que celui-là. Et ces enseignements bien sûr, il y a un coût pour vous proposer ces enseignements, et le centre opère uniquement grâce aux donations des étudiants. Donc si vous pouviez faire une offrande via le site tarabuddhistcenter.org, ça sera vraiment formidable. Et dans 2 semaines, il y aura un autre événement avec Jesuma Tenzin Pamo, qui est une moniale anglaise qui a passé 12 ans dans une grotte en Inde, et il y a une biographie à son sujet, l'Ermitage dans la neige, et on espère vous revoir pour cet événement. Et demain, c'est la journée de la forêt, la journée internationale des forêts. Et donc, vous pouvez aussi rejoindre le projet de Eusel, Global Tree Initiative. Donc, il y a aussi le lien qui est posté dans le chat. Donc, merci à tout le monde pour avoir fait en sorte que cet événement puisse être organisé. Et j'aimerais inviter Anna de nous parler un petit peu de Global Tree Initiative afin qu'on sache un peu plus de quoi il s'agit. Anna, if you'd like to speak, if you could please unmute. Donc, merci tout le monde. Thank you. Thank you so much, everyone. Et Marcel, merci pour ton honnêteté, ton authenticité. Je pense que c'est vraiment formidable de pouvoir se relier à ce que tu nous dis, et ça résonne avec beaucoup de choses que nous-mêmes avons vécues. I mainly just want to say thank you to everyone. We've been running a campaign in the Global Tree Initiative to appoint a junior executive
Donc on a levé des fonds pour Global Tree Initiative et on voudrait dire un merci, un énorme merci. On est présent maintenant dans 40 pays, dont l'Israël, le Vietnam. On a beaucoup de choses au Royaume-Uni. On a 2 lieux où des arbres sont plantés, à Land of Joy et à Leeds. Il y a aussi un lieu au Népal où on plante des arbres. Et pour moi personnellement, en fait, ce projet m'offre une méthode me permettant de me guérir moi-même et par rapport à ma famille et à mes amis, ça me permet de proposer quelque chose qui est complètement acceptable par tout le monde. Et puis voir un arbre pousser, planter un arbre, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc c'est vraiment un privilège et un honneur. Donc merci beaucoup Eusel, Jackie. J'espère que vous pourrez rejoindre notre organisation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.